10 méthodes pour s'enrichir avec l'immobilier. Et il y a un piège. Et tu auras la réponse à la question de où est le piège à la fin de cette vidéo. En attendant, sois bien attentif. Si tu es joueur, mets pause lorsque je quitte le tableau et avant que je revienne là pour essayer de voir si tu vois le piège. Et sinon, tu as la réponse à la fin de la vidéo. Et on attaque directement avec une surprise pour laquelle tu ne t'attends pas du tout venant de moi. Le Airbnb. Je ne sais jamais où vont les apostrophes, donc je les ai un peu mis partout. Tu m'en veux pas. Alors si tu me connais, tu sais, c'est pas, comment dirais-je, l'amour de ma vie, le Airbnb. Mais il existe une stratégie qui peut réellement, oh là là, c'est parti en eau de boudin, qui peut réellement te permettre de t'enrichir avec le Airbnb. Tu vas tout simplement viser le top 10 des meilleurs hôtes, des meilleurs points d'accueil de la ville, la région où tu te trouves. Fais très attention. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te parlent de cette stratégie. Pourtant, elle fonctionne du tonnerre de Dieu. Donc en gros, où que tu te trouves, il y a une liste de biens qui sont à la vente et tu ne le sais pas, mais il y a un top niveau. Il y a des personnes qui exploitent la meilleure maison d'hôtes de la région. Et toi, tu vas viser ce top 10, tu vas viser le sommet du panier. Alors pourquoi et comment on fait ça? D'abord, fais très attention. Ici, la particularité, c'est que tu vas peut-être croire que ton travail, c'est de recevoir des gens, alors que pas du tout. Ton travail, c'est de nouer des accords avec du service connexe. En fait, pour être dans ce top 10, tu vas devoir proposer du service. Donc, par exemple, la personne, elle arrive dans ton Airbnb, elle va avoir accès à un spa, elle va avoir accès peut-être à une cave. Il va y avoir tout un tas de services connexes pour le voyageur qui font qu'on est dans un Airbnb haut de gamme. Et la particularité ici, c'est que comme ton travail, ça va être justement de nouer des accords et de travailler avec des partenaires pour rendre ton Airbnb haut de gamme, ça va être ça le gros de ton travail. La particularité, c'est que si tu atteins le top 10, tu vas atteindre un certain niveau de clientèle, un certain niveau de voyageurs et de chiffre d'affaires, parce que tu verras que ce n'est pas la même clientèle. De toute façon, quand tu rentres dans le top 10, tu le vois tout de suite par rapport à la clientèle qui vient. Bref, quand tu arrives à ce niveau-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça devient une vraie activité et qu'elle est valorisée et qu'elle se cède, elle se vend. Et ça, c'est ce qui va me permettre de t'enrichir. 2. La location nue longue durée. Alors, tu m'en veux pas, j'écris NLLD, je ne sais pas si ça se dit ou pas, NLD, peu importe. Donc là, c'est très facile. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on vient de voir. On va essayer d'acheter gros et ton travail, c'est de travailler avec les banques. À l'opposé de ce que tu viens de voir avant, en fait, là où finalement dans le Airbnb, tu vas faire levier sur ton flux de voyageurs, là, tu vas faire levier sur ton nombre de biens immobiliers. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de locataires en soi. Si tu compares un Airbnb et un loueur nu dont je fais partie, en fait, nous, on a beaucoup moins de locataires par bien, mais on a beaucoup plus de volume de locataires. Donc en fait, là aussi, tu vas t'enrichir, pas avec la même mécanique. Tu vas apprendre à travailler avec les banques. Du coup, tu vas apprendre à avoir et à obtenir de l'argent, ce qui est une compétence très intéressante que je t'apprends dans mes livres et formations. Et du coup, comme ça, tu verras qu'au fur et à mesure, ça va aller en s'améliorant. Pour toi, tu vas gagner de l'argent. Marchand de biens. Alors, pour faire une image très simple, c'est ni plus ni moins que finalement être comme trader sur les marchés financiers alors que tu es trader avec les biens immobiliers. Ici, rappelle-toi de ça. Si tu comprends ce que je te dis, tu as tout compris. Tu joues le temps, tu joues la montre. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que plus tu gardes, plus tu t'encroutes et plus tu perds de l'argent. Et plus l'opération elle est rapide, plus tu vas gagner de l'argent. Marchand de biens, c'est l'art d'acheter moins cher que ceux que l'on revend. Voilà, et c'est la capacité que tu vas avoir à acheter à un prix bas et à revendre à un prix élevé. C'est un métier, ça permettra de t'enrichir très vite, mais fais très attention sur le marchand de biens. Il y a plusieurs éléments auxquels il faut être, je vais dire, attentif. Premièrement, le marché. On n'est pas marchand de biens de la même manière dans un marché baissier que dans un marché haussier. Deuxièmement, il faut que tu fasses très attention. Oui, tu vas gagner de l'argent ou faire de l'argent, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir de l'argent.
tu lis Devenir riche sans argent et tu comprendras la subtilité. Et enfin, je veux quand même le préciser aussi, marchand de biens, c'est quand même très lié à ta capacité à faire financer tes biens. Et ça, je veux que tu l'entendes. 4. La rénovation. Alors, petit point que je veux préciser avant d'aller plus loin. Bien évidemment que tu pourrais me dire, attends mais Nicolas, ça peut rentrer dans le cadre du marchand de biens. Pas du tout pour moi. Pourquoi? Parce qu'un marchand de biens, comme il joue la montre, il n'a pas du tout intérêt à rénover. De mon point de vue, ce sont deux choses différentes. Et en plus, plus tu vas rajouter de la complexité au métier de marchand de biens, plus tu vas faire durer les opérations. Tu as intérêt d'être bon. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner d'argent. Bien évidemment qu'il y a de l'argent gagné en faisant de la rénovation dans le marchand de biens. Mais pour moi, ce sont deux choses différentes. Et quand tu vas faire de la rénovation, pour moi, tu vas viser le marché du luxe. Pourquoi on vise le marché du luxe quand on fait de la rénovation? Ou en tout cas, tu dois à minima aller sur des prix élevés. Pourquoi tu dois aller sur des prix élevés? Ça veut dire quoi? Attends, je vais te donner des précisions pour qu'on soit bien clair. Ça veut dire qu'en fait, quand tu rénoves, ne va pas rénover dans des endroits où finalement tu ne peux pas aller taper des hauts niveaux en termes de prix à la revente au mètre carré. Alors tu peux le faire, mais ça veut dire que tu achètes vraiment pas cher. Si ton écart entre ton prix d'achat, d'accord, et ton prix de vente, il est petit, d'accord, ou plutôt on pourrait même dire autrement, plus l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente est petit, plus tu élimines la rénovation. Tu dois rénover que quand il y a un gros écart à aller chercher. Alors, autrement dit, tu ne perds pas d'argent. Combien je vois de personnes qui font de la réno et qui ne retrouvent jamais leur argent? C'est une ineptie. Donc tu vises le luxe et tu vises la qualité pour avoir de la marge, pour ne pas travailler pour rien. Quand tu sauras le faire dans le luxe, tu pourras le faire à grande échelle et là, tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner même beaucoup d'argent, surtout si tu es dans le luxe. Mais bon, voilà. Encore faut-il savoir le faire. Les spécialités. Alors j'ai mis un S, ok, c'est un S. Hein. Donc ça veut dire quoi les spécialités? Se spécialiser dans un domaine. Le meilleur exemple que je vais te donner, c'est de dire je vais vraiment acheter que des garages. Et comme je vais acheter des garages, je vais créer une société spécifique pour ça. Pourquoi? Je prends l'exemple des garages qui est un très bon exemple pour moi, puisque sur les garages, tu peux mettre de la TVA. Et que si tu mets de la TVA sur des garages et que tu as le bon montage bien adapté, c'est là que tu vas te rendre compte que ça devient intéressant. Donc en fait, en fonction de ce que tu vas faire, il y a toujours un montage très spécifique pour l'optimiser au maximum. Il existe des montages très spécifiques pour optimiser par exemple la location meublée et qui ne sont pas du LMP, LMNP, ce n'est pas le propos, mais tu peux vraiment aller très loin dans les montages et du coup là tu vas choisir comme ça en fait finalement un montage spécifique pour te spécialiser dans un domaine pour justement arriver à avoir une spécialité, avoir un savoir-faire dans ce domaine et là tu vas gagner de l'argent. Vraiment plus que les autres parce que tu vas savoir faire ça spécifiquement. Et c'est un choix de départ, c'est plus stratégique que financier, que quoi que ce soit d'autre. Mais en fait, si tu utilises ça, tu verras, tu me remercieras. Attention, attention, braves gens, attention. Ici, nous passons à la suite de l'émission, mais avant, je dois marquer un point. Tout ce que je vais t'expliquer maintenant ici, c'est un degré largement supérieur à tout ce que l'on vient de voir avant. Jusque-là, les 5 points que je viens de te donner sont accessibles à tous. Et que même si tu es un particulier, tu peux faire tout ce que je viens de te montrer. À partir de là, tout ce que je vais t'expliquer, c'est un petit peu plus particulier. Okay? Ça ne veut pas dire que ça ne t'est pas accessible. Ça veut juste dire qu'avant de te lancer dans tout ce que je vais te montrer, il va vraiment falloir que tu réfléchisses quelques minutes, pas très longtemps, mais que tu comprennes bien qu'on est plus sur de l'entrepreneuriat poussé, on va dire, que de l'investissement. Mais ça ne change rien. Ça reste de l'argent. Alors on y va, c'est parti. Premier point, se lancer dans une activité globale. Enfin, c'est le 6, mais tu as compris. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait un fonds qui va avec des murs. Je vais m'expliquer, tu vas comprendre. J'achète un hôtel plus les murs. C'est le meilleur exemple. Et du coup, je suis hôtelier, propriétaire des murs. J'ai une opération
commerciale qui s'additionne à une opération immobilière. On pourrait même écrire, je vais l'écrire en entier sinon ça ne voudra rien dire, investissement. C'est de l'investissement dans les murs ajouté au commerce. L'un finance l'autre et vice-versa. Lui est le parachute de lui qui lui alimente lui. Tu vois ce que je veux dire? Demain, ton hôtel ne marche pas, tu vends les murs en appartement. Facile. Ok? Donc ça, c'est la base et l'hôtel, pour te faire comprendre ce message, est le meilleur exemple de ça parce que tu peux trouver sur la vente de fonds, donc des personnes qui vendent leur activité hôtel plus mur. Mais il y a plein de domaines dans lesquels on a mur plus activité et donc tu fais une pierre deux coups finalement. Deuxièmement, et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus vicieux, c'est cacher finalement son opération immobilière dans un business. Le meilleur exemple que je vais te donner, qui est le plus connu au monde, bien évidemment, c'est McDonald's. Mais je peux te donner un autre exemple, c'est Patrick Drahi avec l'achat de SFR ou de BFM Business, qui sont dans les deux cas des opérations immobilières dissimulées. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a finalement un gros business. Donc ici, on va écrire business, sur lequel on va faire levier. Voilà, on a notre levier ici, pour aller chercher un projet IMO auquel on n'a pas accès, mais qui va se financer par le business. Et ça, c'est réel en fait. Mais là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, même sur celui d'avant, on est déjà dans des choses beaucoup plus avancées que tout ce que tu auras pu entendre. Okay? Là, on n'est plus dans quelque chose de classique, on est dans quelque chose de plus avancé, de plus entrepreneurial. Ça se fait soit en amont, soit en aval. Je m'explique. Tu peux très bien avoir une société aujourd'hui où tu regardes cette vidéo et tu te dis ok, c'est intéressant ce qu'il dit Nicolas, moi j'ai une entreprise, comment je fais pour faire ça? Et bien du coup, tu vas monter un projet immobilier non pas sur toi-même, mais sur ton business en faisant levier dessus parce que les moyens financiers de ton activité ne sont pas tes moyens financiers et du coup, ce à quoi tu as accès au travers de ton activité est très différent de ce à quoi tu as accès au travers de tes revenus à toi. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont recours à ça. Ça marche pour énormément de cas. Tu serais même surpris. C'est que la grande majeure partie d'ailleurs des chefs d'entreprise font ça. Et en fait, ils cachent leurs opérations immobilières dans leur business. Bon, le plus criant, c'est McDo, mais tu m'as compris. Okay? 8. On l'aime pas. Il est là. La stratégie de Trump. Trump a une stratégie très particulière qui a fait sa fortune et je vais te l'expliquer maintenant et tu peux très facilement la reproduire puisqu'en fait elle est reproductible par tous. En fait Trump il faisait quelque chose qui est très simple, il faisait ce qu'on appelle un mix, il a toujours fait ça. Donc ça c'est la Trump Tower, c'est une des Trump Tower, ok? Et regarde ce que fait Trump. Bon, tu vas prendre la Trump Tower de New York déjà, c'est vachement intéressant puisque c'est sûrement le cas le plus intéressant. Les derniers étages de la Trump Tower de New York, c'est sa résidence principale. Il a toute une partie où il a fait une opération qu'on pourrait qualifier de promoteur, de marchand de biens. En fait, il a vendu, donc il y a eu des ventes qui ont été faites à des particuliers qui vivent là en même temps que lui, pour lesquels il y a une copropriété sur la totalité, on est d'accord? Ensuite, ici, il a fait des commerces, ok? Pour lesquels il a, pour les deux parties, d'accord? Pour partie ici, fait des ventes. Pour partie ici, fait de la loc. Et là, tu te rends compte en fait qu'il a tout mixé. C'est-à-dire que dans son projet, tu retrouves des parties vente ici, de la partie loc ici, ici encore de la partie vente mais professionnelle et ici de la résidence principale. Et il y a des projets, si tu les regardes, ça va être mixé de manière différente encore. Il peut y avoir de l'hôtellerie, il peut y avoir comment dirais-je, des ventes à terme. Il peut y avoir tout un tas de choses différentes. Il va mixer finalement l'ensemble sur un seul bien, l'ensemble des compétences qu'il a pour finalement au travers de ce mix se garantir un retour sur investissement. Et ça, alors bien évidemment, il faut être un professionnel. Encore une fois, je t'ai bien expliqué avant qu'on se lance dans cette partie-là qu'on est plus sur de l'entrepreneuriat et qui n'est pas forcément accessible à tous. Mais malgré tout, il y a des choses dont tu peux t'inspirer à ton échelle et qui peuvent te rapporter aussi de l'argent. On en était à la 9, c'est ça. Là, on en était, oui, 8, 9. 9. Alors là, ici, on est sur quelque chose de très spécial. Attention, attention.
ce que je m'apprête à te partager est très particulier. Je connais très bien, puisqu'en fait, mon grand-père a fait ça dans sa vie. Donc, je veux quand même que tu l'entendes. Ce que je vais te parler là, mon grand-père l'a fait. C'est tout à fait légal. Ce n'est pas du tout ce que tu vas entendre à droite et à gauche en mode on fait une opération cachée ou je ne sais quoi. Mon grand-père a fait ça toute sa vie. D'accord ? En fait, mon grand-père, il a fait dans sa vie 9 maisons. Donc, tu vois, elle ne rentre même pas dans le tableau. Enfin, pas si j'avais fait. Il a fallu que je fasse plus petite. Et à chaque fois qu'il a fait une maison, il l'a revendue et il a mis 100% de l'argent de la maison d'avant. D'accord ? Donc là, il y avait une somme. Ok ? Il a mis 100% de cette somme dans la maison d'après. Puis il a passé à la maison d'après, il a remis 100% de la somme, ok, de la maison d'avant. Donc à chaque fois, ici par exemple, s'il avait 10, ici il a mis, là il a mis, bon il avait 10, ici il a vendu 15, il a mis 15, ici il a mis 15, donc ici il a vendu 20, il a mis les 20, ici il a vendu 25, il a mis les 25, donc là on a encore 100%, il repasse ici, et là il a vendu 30, et il a 35 au final, enfin il n'a pas vendu, il a continué, mais tu m'as compris, il remet 100%. Donc en gros, je t'explique. Mon grand-père, à chaque fois, il a pris une première maison. Soit il l'a rénovée, soit il l'a améliorée, enfin il a mis de l'argent. Il la revend un prix plus cher en général que ce qu'il a acheté puisqu'il l'a souvent amélioré. Il les a toujours soit construites, soit améliorées. Il a remis de l'argent et il a fait ça comme ça toute sa vie. Il a vécu toute sa vie là-dessus et il a fait en tout, durant toute sa vie, 9 maisons qu'il a fait que grossir. Et ça, c'est pour moi une stratégie à la fois entrepreneuriale, à la fois particulière que tu peux utiliser et qui va t'enrichir. D'abord, tu le sais sans doute, mais dans la RP, il n'y a pas de plus-value, d'accord ? On a 0 de plus-value. Donc, c'est une stratégie qui fiscalement est quand même pas inintéressante puisque finalement, ton argent, il grossit avec toi et tu en bénéficies au quotidien. Certes, après, il y a des pertes qui sont liées aux intérêts composés, etc. On pourrait en parler, mais ce n'est pas le sujet. Mais surtout, ce que je veux que tu entendes, c'est qu'il y travaillait. Chacun de ces sauts était lié à un travail. Et la particularité, alors c'est peut-être le défaut de cette stratégie, mais je veux quand même que tu l'entendes, c'est que, en fait, il quittait sa maison quand elle était finie. Et si tu parlais avec ma mère, elle te dirait, moi, j'ai jamais profité d'aucune des maisons finies. J'ai toujours eu les maisons en cours de travaux. Et quand elle était terminée, on partait. Donc, c'est sûr que chaque méthode a son défaut. Mais celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est légale. Il n'y a pas de délai que je peux te donner entre les maisons parce que de ce que j'ai su, parce que mon grand-père est malheureusement décédé, il m'avait dit, il y a des fois on restait longtemps, il y a des fois on restait moins longtemps, jusqu'à ce qu'il arrive à une maison qui lui convenait très bien, qui était une très belle maison et qui, voilà, qu'il a fini par vendre aussi. Mais voilà, pour te dire, en fait, il a fait quand même 9 maisons dans sa vie dans lesquelles il a toutes fait, il a travaillé dans toutes en fait. Il les a toutes soit construites entièrement, soit rénovées entièrement. Il a à chaque fois travaillé dessus. Et je veux quand même te le préciser, mon grand-père qui a travaillé 42 heures par semaine. Hein. Je veux quand même que tu l'entendes parce qu'il faisait ça le week-end. Donc je sais qu'il y a des gens aujourd'hui avec 35 heures, ils sont débordés. Lui, il travaille 42 heures par semaine, y compris le samedi matin. Et du samedi midi jusqu'au dimanche soir, il faisait le travail dans ses baraques. Donc si au cas où tu dis oui mais j'ai pas le temps, on a le temps pour ce qu'on veut, on a l'argent pour ce qu'on veut. On termine par le dernier point. Alors celui-là, je vais être tout à fait transparent avec toi, je vais t'expliquer, mais je sais que ce n'est pas accessible à tous. C'est ce qu'on appelle le bail à construire. Alors c'est quoi un bail à construire? Donc tu achètes un terrain, tu trouves un locataire qui construit pour toi et toi tu encaisses les loyers. Alors là, ça t'enrichit de fou, c'est vraiment un truc exceptionnel. Le bail à construire, il y a très peu de gens qui t'en parlent. Donc voilà, encore une fois, tu prends un terrain, ok, tu vas proposer ce terrain, tu ne fais rien dessus, hein. Tu vas proposer et il y a quelqu'un qui va venir s'installer et il va construire le bâtiment à ses frais. Et là, tu es en train de te dire, attends, mais c'est quoi cette blague, Nicolas? Qu'est-ce que tu racontes? On va essayer de gommer ça pour la perspective, ce sera un petit peu mieux. Voilà, hop. Voilà. Toi, tu n'as mis aucun sou à l'intérieur. Tu vas couper ça ici, on va le refaire un petit peu mieux. Voilà. Hop. Toi, tu n'as rien fait, tu n'as pas construit. Voilà. Et c'est lui qui construit. Tu vois. Il fait le bâtiment à ta place. Alors l'intérêt pour la société, ben, c'est que finalement, elle va venir déduire les travaux de construction, les temps de baux, les temps pour lesquels tu vas louer le terrain au vu des consciences sont des temps très longs. Tu peux avoir des baux à construire sur 30 ans, sur 50 ans. Donc c'est vraiment des durées de baux qui sont très allongées. Ben, normal, le mec, il faut qu'il amortisse ses bâtiments. Mais c'est aussi l'avantage. Il a l'amortissement des bâtiments à sa charge en fait. C'est comme c'est lui qui a construit, c'est lui qui amortit, tu vois. Et ça peut les intéresser. Parce que le calcul pour une entreprise n'est absolument pas le même calcul que toi particulier. Et c'est d'ailleurs souvent là que ça commence à dérailler dans la tête de beaucoup de personnes. C'est qu'en fait, tu projettes
des calculs personnels de tes comptes personnels sur des activités professionnelles. Crois-moi, ça marche. Les bons constructeurs, ça se pratique beaucoup plus que ce que tu peux l'imaginer. La réalité, c'est que tu n'y as pas accès parce que c'est un marché de professionnels pour des professionnels. Ce sont pour des gens qui savent le faire et il n'y a pas beaucoup de particuliers sur ce marché-là. Il y a des gens qui arrivent à rentrer sur ce marché et qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Ce n'est pas impossible. Mais voilà, c'est une manière de s'enrichir très peu connue. Maintenant, toutes celles que je t'ai montrées, de la première à la dernière, sont des manières de s'enrichir qui peuvent t'amener à des résultats vraiment très intéressants. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi tout ce que je viens de te montrer, est-ce que tu as vu le piège? On va voir ça. Et là, tu es déjà peut-être en train de faire une liste de ce qui t'a paru le plus pertinent au moins pertinent. Ou peut-être même que tu es en train de te dire « Ah ouais, le bail à recette, ça va me rendre riche. » Ou alors « Je vais me spécialiser dans les garages et je vais devenir riche avec ça. » C'est la vidéo qui, je te rappelle, s'appelle « Les 10 méthodes pour s'enrichir en immobilier ». Et le piège est là justement. Le piège, c'est qu'il y a 10 méthodes. Et donc, ce n'est pas de te concentrer sur une qui va te rendre riche, mais bien d'essayer inlassablement le plus de méthodes possibles jusqu'à ce que tu trouves la méthode la plus adaptée à toi, à l'investisseur que tu es. En fait, pour réussir dans l'argent, l'astuce consiste à échouer souvent. Ouais, je sais, c'est assez contre-intuitif, mais c'est ça. En gros, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils essayent plein de choses. Et ce que tu ne sais pas sur eux, y compris sur moi, c'est qu'ils essayent plein de choses, ils échouent sur plein de choses différentes, mais à un moment donné, à force d'essayer, ils tombent sur un truc qui leur rapporte bien plus que tout le reste. Et donc, comme je te l'ai dit, il y avait bien un piège, parce que le piège, ce n'est pas de se concentrer sur les méthodes, mais bien sur le fait d'essayer au moins 10 méthodes. Ça, c'est pas pareil. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu as compris cette vidéo, le jeu auquel tu joues, c'est pas de dire je fais ça ou ça. Non, c'est comment je fais pour tout faire. Et en ayant tout fait, à la fin, je verrai ce qui m'a le plus rapporté. Et à ce moment-là, je pourrais en faire une que je reproduirai à l'infini. Et c'est là que tu vas t'enrichir. Je pense que tu as compris quoi. Like, partage. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Va sur immobiliercompagnie.com, tu as toutes les ressources. Ou alors tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent. Ou alors tu as Crise financière, tu as mon autre livre qui apparaît. Et puis moi, écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!